Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez cet après-midi dans Non-Stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, cette visite surprise de Valérie Pécresse à Pantin en Seine-Saint-Denis ce matin. Après le déplacement de 128 toxicomanes, elle s'est entretenue pendant plus d'une heure et demie avec des riverains en colère. A-t-elle réussi un coup? On verra ça dans un instant avec Anne-Sora Dubois. Un congrès limité aux adhérents plutôt qu'une primaire ouverte. Les militants, les Républicains, ont choisi le mode de désignation de leurs candidats ou candidates pour les représenter à la présidentielle. Invité de BFM TV ce midi, le patron des Républicains, Christian Jacob, a annoncé le 4 décembre comme date de congrès et livré son analyse de la décision des adhérents. Le deuil et l'émotion après la mort du caporal-chef Maxime Blasco, tué au combat au Mali. Son père, effondré, lui a rendu hommage ce matin au micro d'Antoine Forestier et Philippine David. Et nous irons en Allemagne où 60 millions d'électeurs votent aujourd'hui pour les législatives et pour désigner le successeur d'Angela Merkel après 16 ans au pouvoir. Un scrutin très incertain. Nous retrouverons Dominique Marie à Berlin dans ce journal. On commence donc avec cette visite surprise de Valérie Pécresse ce matin à Pantin, en Seine-Saint-Denis, après le déplacement de 128 toxicomanes vers la porte de la Villette à Paris. Le mur construit ne résoudra pas le problème, a annoncé la présidente de la région Île-de-France, candidate à la présidentielle, qui a longuement discuté avec les riverains. Camilla Giudice, Hugo Dorsemen et Célia Giusfredi. C'est à proximité du jardin où sont installés depuis 2 jours 128 toxicomanes que Valérie Pécresse est venue discuter avec les habitants de Pantin. Il faut faire un centre, il faut être humain, c'est ce que j'ai proposé à l'État. Et pas déplacer le problème. Et c'est pour ça que je suis là. C'est de dire que ça ne sert à rien de le déplacer. Pendant plus d'une heure, la présidente de la région Île-de-France est interpellée par les riverains. Objectif affiché de sa visite, recueillir leurs témoignages. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se protège? Comment on protège nos enfants? Moi, si je suis venue, c'est pour vous donner la parole devant ces micros et devant ces caméras. Pour les habitants du quartier, la décision d'installer des consommateurs de crack près de chez eux est incompréhensible. En fait, nous, on est un quartier qui concentre absolument toutes les fragilités possibles. On a déjà du deal, dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'en fait, on est entouré de gens qui vendent des cigarettes, des cachetons, etc. On a des marchands de sommeil. On a déjà de la prostitution dans les immeubles. On vit dans des immeubles qui sont absolument pourris. On est déjà dans une situation de poche, de problème, et c'est à nous, à qui on va ajouter le problème du crack. De la colère et de l'inquiétude partagées, certains riverains envisagent même de partir du quartier. Personnellement, je compte déménager, je le dis direct, je ne peux pas rester là. S'il reste là, je m'en vais. J'ai un enfant, et même pour ma sécurité à moi, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et moi, je travaille dans ce quartier. Je suis infirmière libérale dans ce quartier. Il y a très peu d'infirmières qui viennent ici. Très peu. On les compte vraiment, je crois qu'on est 3-4. Mais avec ce qui se passe là, je pense qu'on arrêtera les soins en 4 chemins. 12 000 personnes habitent dans le quartier des 4 chemins, à proximité du jardin où ont été regroupés les toxicomanes. Avec nous en plateau cet après-midi, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Bonjour Anne. Valérie Pécresse a-t-elle réussi un coup, c'est ce qu'on peut qualifier ainsi, en se déplaçant dans une sorte de campagne présidentielle? Totalement campagne présidentielle, et oui, objectivement, c'est plutôt un coup politique réussi, un coup médiatique aussi, parce que d'abord, elle arrive à un moment où les différents protagonistes de ce dossier se renvoient la balle et où personne à cette heure, en tout cas, n'a réussi à trouver de solution. Elle s'inscrit en plus dans un fait d'actualité très chaude, puisque ça fait plusieurs jours avec la construction du mur qu'on parle des problèmes de ces riverains. Et puis, c'est un déplacement surprise, encore une fois, c'est là où on voit qu'il y a aussi une stratégie électorale et politique, c'est-à-dire qu'elle avait prévenu les médias, mais elle n'avait prévenu ni la préfecture, ni même les élus. Donc pendant la totalité de cette séquence, elle est la seule à capter la lumière et la seule à dialoguer aussi avec les riverains. Se rajoute en plus un élément qui appartient parfois au hasard, mais c'est aussi que le déplacement de ce matin s'est bien passé. Il n'y a pas eu de personnes qui ont invectivé la présidente de la région Île-de-France. Et donc, effectivement, à l'issue, c'est un déplacement réussi. Évidemment, la deuxième lecture est beaucoup plus politique, outre la question du fait que la campagne est désormais bien lancée. Il n'y a aucun doute là-dessus et qu'on va voir de plus en plus sur des sujets d'actu chaude des candidats se précipiter sur le terrain pour aller rencontrer les Français. Il y a bien sûr aussi les conséquences de la décision qui a été prise hier par les militants LR. Parce que, évidemment, Valérie Pécresse, elle avait plaidé pour une primaire donc beaucoup plus ouverte et qui chassait un peu plus au centre de l'électorat LR. La primaire de la droite et du centre. Et là, en se resserrant sur un électorat LR, simplement les militants LR, puisque ce sera bien dans ce cadre-là que s'organisera le congrès qui aura lieu le 4 décembre, eh bien, on se resserre sur un électorat qui est donc plus à droite que centriste. Et pour Valérie Pécresse, qui est
un peu plus centriste qu'à droite, eh bien un déplacement comme ça, c'est aussi une façon de dire qu'elle décale sa campagne vers l'électorat qui est aujourd'hui la cible et le juge de paix qui doit décider si oui ou non ça sera elle la championne de la droite. Évidemment, troisième lecture politique, alors que certains disaient dès hier soir d'ailleurs peut-être qu'elle se ralliera derrière Xavier Bertrand qui est mieux placé dans les sondages qu'elle à l'heure actuelle. C'est une façon pour elle aussi de dire ce matin qu'elle ne compte pas, en tout cas à cette heure, se ranger derrière Xavier Bertrand, qu'elle continue sa propre campagne et son propre agenda. On entendra dans quelques instants Christian Jacob, qui était l'invité de BFM Politique donc sur ce congrès qui aura lieu le 4 décembre. Est-ce qu'elle a convaincu ce matin Valérie Pécresse au milieu donc de ses riverains à Pantin ? Alors il y a deux cœurs de cible qu'elle doit convaincre. Le premier cœur de cible évidemment ce sont les riverains. Ça s'est plutôt bien passé ce matin, mais après encore une fois, ces riverains sont excédés. Ça fait presque 10 ans maintenant qu'il y a ces problèmes de toxicomanie, un peu plus d'ailleurs. Et donc évidemment, ça sera à l'épreuve des faits. Elle a formulé des propositions quand même ce matin, dont une notamment un vrai centre de lutte contre les addictions. C'est effectivement un élément très concret. Il faudra voir quelle est la réalisation possible de ce centre de lutte contre les addictions. Le deuxième cœur de cible qu'elle devait convaincre, encore une fois, ce sont bien sûr les militants LR. Et encore une fois, les militants LR qui sont très sensibles aux questions de sécurité et de lutte contre les trafics de drogue. Ça peut, effectivement, ils ont une oreille tendue envers ce genre de déclaration et ils ont un œil qui est adressé à ce type de déplacement. Voir une candidate à l'élection présidentielle, une candidate à la primaire, faire un déplacement dès le lendemain de la décision des militants de trancher entre les différents candidats, un déplacement sur un thème d'actualité aussi chaud, aussi sécuritaire, en un mot, aussi régalien, mais aussi social, parce que ce sont aussi des habitants dont la vie, on l'a entendu toute la matinée sur l'antenne de BFM TV, est pourrie à longueur de journée par ce drame de la toxicomanie. Eh bien, ça peut effectivement lui apporter une crédibilité supplémentaire aux yeux de certains militants LR qui vont se dire elle est solide et elle peut s'engager sur des questions régaliennes et de sécurité. Merci Anne-Sora Dubois. Avec nous en direct également Mohamed Bader. Bonjour, vous êtes membre du collectif 93 Anti-Crack et vous êtes un riverain du quartier d'Aubervilliers, juste à côté de Pantin, juste de l'autre côté du périphérique, là où se sont installés, où ont été déplacés ces consommateurs de crack. Vous y êtes depuis plus de 20 ans et vous avez assisté ce matin au déplacement de Valérie Pécresse. Vous lui avez parlé. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'elle vous avait entendu ? Alors on était les premiers à être là-bas au pied du mur, ce qu'on appelle le mur de la honte malheureusement. Et on a interpellé Madame Pécresse. C'est bien beau que Madame Pécresse se déplace dans nos territoires pour voir le mépris que nous impose M. Darmanin et le préfet de Paris. On a interpellé sur l'insécurité et les crackers qui ont été déplacés d'un territoire à un autre, ça veut dire de Paris à Paris, mais quand même au pied de nos cités. Est-ce qu'elle vous a convaincu, Valérie Pécresse, dans ses réponses ? Écoutez, on a demandé à Madame Pécresse de nous se voir, d'organiser quand même une réunion ou bien une conférence sur la sécurité, sur les stupéfiants et surtout sur le crack. On a interpellé Madame Pécresse et on attend le retour. D'accord, elle ne vous a pas répondu directement sur place que c'était bon, qu'elle acceptait de vous rencontrer ? Non, elle ne nous a pas répondu directement. Non, elle ne nous a pas répondu directement. Elle a dit qu'elle va voir. Peut-être l'agenda, il y a un agenda quand même à suivre. Mais quand même, on a interpellé l'adjointe à la sécurité d'Aubervilliers et de Pantin. On a parlé avec l'adjointe, Madame Nenzi, pour commencer à travailler sur le problème du crack qui arrive dans nos cités. Mohamed Bader, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aura une suite et que vous serez entendu, qu'il y aura une évolution de la situation, ou est-ce que finalement vous pensez que c'est un déplacement politique parmi d'autres ? Je ne sais pas si c'est vraiment un déplacement politique, mais franchement, j'espère que c'est pas un déplacement pour rien. J'espère que Madame Pécresse va dans son agenda inscrire cette discrimination sociale et territoriale de nos villes, de nos villes Pantin-Aubervilliers. Voilà. J'espère que dans les prochains jours, on sera invité à parler. Selon vous, on suppose que vous avez déjà réfléchi, en tout cas échangé avec d'autres riverains. Est-ce qu'il y a une solution à peut-être soumettre à Valérie Pécresse ou à d'autres politiciens pour vous sortir de cette situation dans laquelle vous vous trouvez ?
Oui, on a commencé déjà à faire les réunions. C'était hier la première réunion. Et d'autres réunions de riverains et d'habitants des deux villes vont se réunir régulièrement pour parler d'essayer surtout de trouver des solutions à ce qui se passe en réalité. On est en train de subir ce séparatisme d'État, ce séparatisme de M. Darmanin. On est en train de subir le séparatisme du préfet de police qui n'a jamais voulu nous recevoir, étant donné que je faisais partie avant du collectif Paris Anti-Crack. Et là maintenant qui arrive dans nos territoires, ça va s'empirer. Vous savez que l'insécurité demeure la nuit. Moi, j'ai ma femme qui travaille juste à côté. Elle peut plus traverser. Elle peut plus traverser le parc pour aller chez moi à Aubervilliers. Merci beaucoup Mohamed Bader d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV. Ce déplacement de Valérie Pécresse qui est tout sauf anodin, alors que les militants LR ont indiqué hier qu'ils préféraient un congrès à une primaire pour désigner leur candidat. Seuls les adhérents LR pourront ainsi choisir. Ce sera le 4 décembre prochain. Et le président du parti, Christian Jacob, était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Il a analysé cette décision des militants. Écoutez. J'avais toujours dit depuis le début que ma légitimité, je la tiens des militants. C'est aux militants qu'il revenait de décider du mode de désignation. D'ailleurs, c'est aussi statutaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier les statuts sans passer par un congrès. Donc cette décision est prise, elle est bien prise. Dans un débat démocratique, il y a eu, avec un résultat 60-40 qui est sans ambiguïté. J'ai cru comprendre que tous nos candidats se ralliaient à cela et donc ça permettra que le 4 décembre, s'il correspond d'ailleurs au calendrier traditionnel pour la droite, que notre candidat soit désigné. Plusieurs candidats, les Républicains à la présidentielle, assistent ce dimanche à la journée du conservatisme à Asnières, près de Paris. Journée organisée par le mouvement conservateur, anciennement Sens commun. C'est le cas de Philippe Juvin et Éric Ciotti. Valérie Pécresse a, elle, décidé finalement d'annuler son intervention vidéo qu'elle devait faire. On prend la direction d'Asnières justement pour retrouver Léopold Audebert. Vous êtes sur place pour BFM TV. Les candidats présents vont croiser un certain Éric Zemmour. Absolument, et vous l'avez dit, beaucoup de candidats qui ne seront pas là, d'autres qui seront présents. On peut aussi noter que Michel Barnier ne sera pas présent pour des raisons de problèmes d'agenda. Ils vont effectivement, pour ceux qui sont là, croiser Éric Zemmour. Éric Zemmour qui aura 20 minutes de débat, en tout cas d'intervention ici, parce qu'il est considéré comme un intervenant et non comme un homme politique. De fait, il ne s'est pas encore déclaré, en tout cas candidat à l'élection présidentielle. Les autres, eux, auront 10 minutes d'intervention très chronométrée pour parler. Évidemment, on attend de savoir comment ça va se passer en termes d'ambiance, parce que pour une des premières fois, Éric Zemmour va être confronté à cette famille des Républicains, en tout cas certains membres. Alors comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça sera tendu? Est-ce qu'au contraire il sera bien accueilli? On verra ça tout à l'heure. En tout cas ce matin, il n'a vraiment pas été tendre avec les Républicains. Il a déclaré que les Républicains n'étaient pas finalement les héritiers du général de Gaulle. Une déclaration très forte qui a déjà fait beaucoup parler ici depuis qu'on est arrivé. On attend donc d'en savoir un peu plus sur la façon dont Éric Zemmour sera accueilli pour son intervention à 16h. Merci beaucoup Léopold Audebert. Avec Clément Grodenier, vous parliez effectivement d'Éric Zemmour, inquiété chez nos confrères d'Europe 1 ce matin. Il a donc parlé des Républicains, également d'une éventuelle candidature. Toujours pas d'annonce officielle pour l'instant, mais le polémiste semble s'en rapprocher encore un peu plus. Écoutez. J'ai vu qu'effectivement, il y a un enthousiasme pour ma candidature. Ça aurait pu ne pas avoir lieu. Et là, je réponds en partie à la question de Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire que s'il y a un enthousiasme pour ma candidature, qui se voit à travers les ventes de mes livres, à travers les gens qui se précipitent dans mes conférences, à travers les sondages, c'est que le peuple français ne veut pas mourir. Je vous dis simplement, je choisirai mon moment. C'est pas de la langue de bois. Je dis, voilà. Est-ce que vous pouvez ne pas y aller? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que je peux ne pas y aller? Oui, je peux toujours ne pas y aller. Et décevoir tous ceux à qui vous dites, c'est maintenant ou jamais. Si je n'y allais pas, je décevrais à IS beaucoup de gens. Ça, c'est sûr. Bon. Et vous avez raison, ça sera pris comme une désertion, une trahison, etc. Et dans le même temps, le MoDem lui fait sa rentrée à Guidel, dans le Morbihan. Jean Castex est venu superviser ce rapprochement entre La République En Marche et le MoDem. Un rapprochement souhaité également par François Bayrou, qui est au micro de François Luce. Je suis sûr, comme beaucoup d'entre vous, très choqué de ce qu'on entend comme... C'est pas des idées, c'est des obsessions, qui sont ces temps-ci portées dans le débat politique français. Notamment l'obsession sur l'identité et sur les prénoms. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'un gag. C'est pas un gag. Quelque chose de profond. Il y a quelqu'un qui a fait ça au XXe siècle. C'est le maréchal Mobutu.
Mobutu, dans le pays qu'il avait nommé à l'époque le Zaïre, Mobutu, il a pris une loi pour interdire les prénoms qui n'étaient pas des prénoms africains. Dans l'actualité également, un hommage national aura lieu la semaine prochaine pour Maxime Blasco, ce caporal-chef de 34 ans tué au combat au Mali vendredi. Les détails de cette cérémonie ne sont pas encore connus. Antoine Forestier, vous avez rencontré le père de Maxime Blasco. C'est un homme effondré, évidemment, qui s'est confié à vous. Oui, un homme extrêmement ému avec qui nous avons échangé ce matin avec Philippine David. Il a refusé de s'exprimer face caméra, mais pendant à peu près 15 minutes, il a accepté de nous parler de son fils, un militaire qui refusait qu'on le qualifie de héros, notamment après ce qu'il s'est passé en 2019 lorsqu'il a sauvé la vie de 2 de ses collègues pilotes d'hélicoptère. À son retour en France, son père lui avait dit « Mon fils, tu es un héros ». Il lui avait alors répondu « Si c'est toi qui le dis, ça me va ». Selon son père, Maxime n'aurait pas voulu d'un hommage national, mais plutôt d'une cérémonie familiale. Je vais aller à Paris, mais je ne vous cache pas que je vais y aller à reculons, nous a-t-il dit. Son père qui ne souhaitait pas, lorsqu'il était petit, qu'il s'engage dans l'armée, mais c'est un projet qui remontait déjà à l'enfance pour se passionner, qui était très déterminé. Il n'a jamais pu le dissuader, même après ce qui s'est passé en 2019. Maxime Blasco lui répondait que sa mission au Mali n'était pas terminée. Le corps de Maxime Blasco qui devrait être rapatrié demain, selon son père. L'hommage national, lui, devrait avoir lieu mercredi aux Invalides. Ensuite, en fin de semaine prochaine, un autre hommage aura lieu ici, entouré de ses frères d'armes du bataillon des chasseurs alpins. Merci pour ces dernières précisions, Antoine Forestier, avec Philippine David en direct de Vars. On en vient à présent à cette marche blanche qui a eu lieu ce dimanche à Marseille en hommage à Ryan, un adolescent de 14 ans tué par balle le 14 août dernier. C'était dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne et c'est la plus jeune victime de cette guerre de la drogue qui endeuille Marseille. Une enquête est en cours pour assassinat en bande organisée. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le 26 septembre 2019, vers 2 h du matin, un incendie se déclare à l'usine Lubrizol de Rouen, provoquant, vous le voyez, cet immense nuage noir au-dessus de l'agglomération, ce site qui est, on le rappelle, classé Seveso seuil haut. 60 millions d'Allemands sont appelés à voter ce dimanche pour des législatives historiques. Ils vont choisir le successeur d'Angela Merkel qui s'en va après 16 ans au pouvoir. Dominique Marie, on vous retrouve, vous êtes à Berlin pour BFM TV et c'est un scrutin très incertain aujourd'hui. Oui, incertitude parce que même si les derniers sondages donnent 3 points d'avance au SPD, les sociaux-démocrates, 3 points d'avance face à la CDU, le parti d'Angela Merkel, on est dans la marge d'erreur. Et puis par le passé, en Allemagne, les sondeurs se sont trompés. Incertitude aussi parce que 40% des Allemands assuraient il y a encore quelques jours ne pas encore avoir déterminé pour qui ils allaient concrètement voter. Incertitude encore parce que même à l'issue du scrutin, quand on connaîtra les résultats tard ce soir, quand on connaîtra un peu mieux les rapports de force entre les partis, eh bien, on le sait, ce sera difficile de déterminer qui remplacera Angela Merkel. En Allemagne, le mode du scrutin est organisé de telle façon qu'il impose aux groupes politiques en fait de former une coalition et ça ne se fait pas tout seul, ça prend des semaines et parfois ça prend des mois. Alors si les Allemands font des pronostics, on en a rencontré quelques-uns, ils s'amusent aussi du nom qu'on pourrait donner à ces futures coalitions. Il y a par exemple des surnoms, il y a la coalition Jamaïque par exemple. La coalition Jamaïque en fait elle reprend les couleurs des partis, la CDU le noir, le vert des écolos et le jaune des libéraux du FDP. Ça donne le drapeau de la Jamaïque. Vous avez également la coalition Kenya, là encore c'est une histoire de drapeau, le feu tricolore, bref j'arrête là, vous avez compris l'idée. En tout cas, on sait que ce scrutin se déroule vraiment sereinement ici en Allemagne après une campagne assez morne, car de toute façon pour les Allemands, ils le savent déjà, même si Angela Merkel et son parti surtout ne sont pas reconduits à la chancellerie, la politique allemande ne devrait pas être grandement bousculée à l'issue de ce scrutin. Merci beaucoup Dominique Marie, envoyé spécial de BFM TV à Berlin avec David Kouloum. Un rendez-vous à noter sur BFM TV demain 20h50, Ligne Rouge diffuse l'ère des méga-feux. La Californie est entrée dans l'ère des méga-feux avec le changement climatique. Ces incendies incontrôlables qui dévorent des milliers de kilomètres carrés sont de plus en plus nombreux. 14h18, extrait de ce dimanche, le Dixie Fire, c'est le second plus grand incendie de l'histoire en Californie, un méga-feu qui dure depuis le mois de juillet et face auquel les stratégies habituelles des pompiers sont toutes mises en échec. En moins de 2 heures, il a anéanti la ville de Greenville. Le Dixie Fire a atteint Greenville le 4 août dernier. Les pompiers n'ont rien pu faire. En à peine 2 heures,
La tornade de feu a presque totalement anéanti la ville. Heureusement sans faire de victimes. Oh gosh. Mon Dieu, c'est terrible. Jerry et Sherry Whipple sont nés et ont toujours vécu à Greenville. Ils ont encore du mal à réaliser qu'ici s'élevait leur maison. Ça, c'était le garage. Ou plutôt ce qu'il en reste. Attention, il y a des clous. Ouais, on va pas s'approcher. Jerry surveillait l'approche du feu sur une de ses chaises. Ils ont pu fuir juste avant l'arrivée des flammes. Un pompier a pris une vidéo où l'on aperçoit leur maison en feu. Seule la cheminée est encore debout. Tout le centre-ville part en fumée. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, c'est notre série Dupont de Ligonnès. Et si il était en vie? À tout de suite.